demande votre attention, s'il vous plaît. On va commencer tout de suite. Bonsoir et bienvenue à cette conférence du 3 octobre. Cette journée est placée sous le signe d'une éclipse solaire. Avez-vous vu quelque chose, vous autres? Moi non plus. Il semble que le soleil avait rendez-vous avec la lune, mais que la lune n'était pas au rendez-vous, comme dit la chanson. À propos d'éclipse, ça me fait penser à ces civilisations qui ont précédé la nôtre, ces civilisations hindoues, égyptiennes, Babylone, le Moyen-Âge, et qui se sont éclipsées elles-mêmes en limitant le libre arbitre de l'imagination de la jeunesse, en limitant la liberté de se questionner. Lorsqu'un peuple accepte d'être gouverné par une hiérarchie qui monopolise le savoir, il se heurte toujours à un dernier commandement: tu ne poseras pas de questions. Cet état statique entraîne toujours la fin d'une civilisation. Mais rassurez-vous, ce ne sera pas le cas ce soir, j'en ai des questions. Des questions à poser aux hommes libres, aux géants qui marquent notre temps, notre monde, parce qu'ils ne sont pas de notre temps ni de notre monde. On accueille maintenant, pour l'entendre, M. Bernard de Montréal. Qui débarque par l'OVNI de 8h30. Qui est complexe, qui est assez difficile à introduire, puisque la médiumnité, ça comprend tous les états différents de médiumnité, en passant par la transe mécanique, la médiumnité à support, la prophétie aussi, ce qui court dans les mouvements traditionnels, pentecôtistes, charismatiques, avec le don des langues qu'on appelle la glossolalie, le pouvoir de la guérison, etc. Aussi, ça inclut la clairvoyance, la médiumnité, l'extralucidité, la clairaudience, etc. Donc, c'est un sujet très vaste qui concerne, je crois, l'intelligence occulte ou l'intelligence marginale. Ce matin, ma belle-mère me téléphone. Je prends plus de risques, là. C'est plus de moi, les idées, j'ai peur de me faire frapper. Ça fait que c'est au compte de ma belle-mère, encore une fois. Elle me téléphone ce matin, elle était toute énervée, et puis elle me dit... as-tu eu le temps de lire le journal? Je dis non, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, t'as pas lu l'histoire du Papa Lyon? Papa Lyon, Maman Lyon, qu'est-ce que c'est ça? Non, du pape à Lyon. Le pape est à Lyon en visite en France. Je dis, bon, ben, qu'est-ce qu'il y a là avec le Papa Lyon? Ben, elle me dit, Nostradamus, il a prophétisé que lorsque le pape irait dans la ville que 2 fleuves arrosent, il y aurait bien des problèmes là. Je dis, bon, ben, ça c'est l'affaire de Nostradamus. Mais elle me dit, Nostradamus, c'est-tu un prophète biblique? C'est-tu un prophète profane? C'était-tu un médium? Qu'est-ce que c'était? J'ai dit, je sais pas, on peut vérifier peut-être la nuance que le dictionnaire apporte à un terme ou à l'autre. Alors ça fait que j'ai cherché mon dictionnaire, puis j'ai regardé, j'ai feuilleté, puis j'ai trouvé prophète, juste entre propagande et prostate, là, prophète. Et dans le dictionnaire, ils disent prophète, ça vient de prophéta, du latin propheta, ecclésiastique, interprète d'un dieu. Mais ils ne disent pas lesquels. Alors, je trouvais ça assez vague, c'est assez ambigu, ça laisse beaucoup de place pour l'interprétation. Que là, je vais voir sur médium, et médium, ça vient de médius, qui veut dire le milieu, comme dans medius digitus, le doigt du milieu. Je ne sais pas si ça a un sens voilé ou il y a une allusion quelconque, là.
Alors, en tout cas, je pense qu'on va l'apprendre avec Bernard de Montréal, le médius digitus, le doigt du milieu, ce que ça vient faire dans la catégorisation des médiums. Alors, elle me demande donc à Bernard de Montréal, c'en est un, lui, de médium. Ou je dis, je sais pas, il dit, c'est un prophète, c'est un médium. Je dis, il n'y a rien qui est pas, lui. Il n'y a rien qui est pas. Il n'y a rien qui n'est pas capable d'être aussi. Alors, à partir de ce moment-là, il y a donc cette confusion qui règne au niveau de la médiumnité, des facultés médiumniques. Bernard de Montréal, pourriez-vous nous éclaircir à ce niveau-là, peut-être catégoriser ces différents niveaux d'intelligence ou de communication, parce qu'un médium, c'est quelqu'un qui a un rapport avec des esprits. Et vous-même, médium, en fait, il faut que je réponde à ma belle-mère. Tous les hommes sont médiums. Tous les hommes sont médiums, mais tous les hommes n'en sont pas conscients. Il y a des hommes qui vivent de leur médiumnité à un certain niveau, d'autres à un autre niveau. Mais la médiumnité en elle-même, ce n'est pas le problème de l'homme. Ce qui est problématique avec la médiumnité, c'est que elle sous-entend la médiumnité des lois d'information. Et au cours de l'évolution, la médiumnité, elle avait son bon côté, mais elle était dangereuse. Elle a toujours été dangereuse, la médiumnité, parce que l'homme, dans sa médiumnité, a toujours eu affaire avec les plans spirituels. Donc, un médium, c'est un être qui est en contact psychique avec des mondes parallèles, des plans spirituels, et ces mondes spirituels sont régis par leurs propres lois. Lois que l'homme encore ne connaît pas parfaitement parce que l'homme n'est pas encore dans son intelligence, donc il n'a pas accès à sa mémoire cosmique, et n'ayant pas accès à sa mémoire cosmique, il ne peut pas connaître ces lois-là, parce qu'à travers la médiumnité, les plans spirituels ne peuvent pas révéler leurs liens, leurs mécanismes, leurs lois, leurs relations intimes avec la conscience de l'homme, parce que l'homme, au stage où il en est un être qui est assujetti au monde spirituel, consciemment ou inconsciemment. Donc la médiumnité, dans un sens extrêmement précis, est une faculté qui existe chez l'homme, qui lui permet de recevoir de l'information, mais cette information n'est pas nécessairement absolue. C'est-à-dire qu'elle est relative à son expérience, elle est relative à son expérience de vie, son karma, ce qu'il a à vivre, ce qu'il a à rendre de service à l'humanité. Et la médiumnité ne peut pas donner à l'homme le savoir, elle peut donner à l'homme de l'information qui deviennent des connaissances ésotériques. Mais ces connaissances ésotériques ne sont pas absolues dans ce sens que l'énergie créative du mental de l'homme, énergie créative qui fait partie de la prochaine évolution, conscience supramentale, c'est une énergie qui est libre de la forme, et toute médiumnité est reliée à une forme quelconque. Donc, une personne qui est médium catholique va vivre sa médiumnité en fonction de la théologie chrétienne. Une personne qui est médiumnique à l'intérieur d'une tribu, par exemple en Afrique, va vivre sa médiumnité à l'intérieur de la configuration psychologique ou psychique de sa tribu. Un hindou va vivre sa médiumnité en fonction de l'hindouisme. Donc, il n'y a pas d'universalité dans la médiumnité. Et si on me demandait quelle est la plus grande faille de la médiumnité vécue par l'homme de la Terre, c'est qu'elle n'est pas universalisée. Elle est valable, elle est réelle, autrement dit, les gens qui sont médiums sont réellement médiums, ils sont en contact télépathique avec d'autres plans, mais elle peut être régie par des lois qui, subtilement, sans que l'homme s'en rende compte, le désinforment.
Ouais. Est-ce qu'il y a un danger à être médium? Est-ce qu'il y a plus de danger à être un médium dans le style d'Edgar Cayce, par exemple, que l'on appelait le médium endormi, ou le prophète endormi, qui faisait ses révélations sous forme d'auto-hypnose, où il s'induisait lui-même dans un état second, que par rapport à un médium qui sera conscient, un genre de clairvoyant, clairaudient ou extra-lucide, par exemple? Il n'y a pas nécessairement de différence qu'un médium soit endormi ou qu'il soit conscient. Là où le danger de la médiumnité entre en jeu, c'est sur le plan de la forme pensée, autrement dit, sur le plan de l'information. Sur le plan de l'information, la médiumnité ne peut pas révéler à l'homme les secrets de l'univers. Elle peut simplement révéler à l'homme des aspects des mondes spirituels, mais aspects qui sont déjà sous le contrôle de l'esprit ou des esprits en évolution. C'est comme si, à travers la médiumnité, l'esprit permet à l'homme d'évoluer et dans un même temps, l'esprit contrôle l'homme, le domine. Et c'est à ce point-là que la médiumnité est dangereuse. Si, comme votre belle-mère, vous demandez si moi je suis un médium ou si je suis un voyant, moi je ne peux pas me considérer comme médium ou me considérer comme voyant. Même si je peux parler et je peux amener sur le plan matériel de l'information qui est extrasensorielle. Parce que me considérer médium ou me considérer comme voyant impliquerait que je suis alimenté par des plans spirituels, et ce n'est pas le cas. Elle est là la différence. L'homme évolutif est alimenté par les plans spirituels, l'homme de la prochaine évolution ne sera plus alimenté par les plans spirituels parce que il aura élevé son mental à un niveau vibratoire suffisamment ajusté à son énergie pour pouvoir lui-même participer à l'actualisation sur le plan matériel des archives cosmiques, autrement dit de la mémoire cosmique universelle. Donc il n'aura pas à passer par les sphères spirituelles. Ça veut donc dire que l'intelligence médiumnique ou l'intelligence marginale, ce n'est pas le summum de l'intelligence, c'est un plafonnement ou un englobement de ce monde-là. Bon, l'intelligence médiumnique est une intelligence intuitive ou intuito-psychique, si vous voulez, qui fait partie de l'évolution. Elle fait partie de l'évolution, elle sert à différents niveaux dans l'évolution. Elle a permis à des hommes de rendre compte à l'humanité de certains instincts. Nostradamus, c'est un exemple. Mais elle n'est pas absolue. Ce que j'appelle absolu, ce que je dénote d'absolu sur le plan de l'intelligence, pour que l'intelligence soit absolue, il faut qu'elle soit parfaite. Pour qu'elle soit parfaite, il faut que l'homme ne soit pas à aucun niveau dominé par les sphères spirituelles. S'il est dominé par les sphères spirituelles, à ce moment-là, sa médiumnité peut être très grande, mais elle servira l'humanité évolutive. Elle aura une fonction sur le plan de l'humanité évolutive, mais elle ne servira pas l'homme sur le plan de la science des mondes invisibles. Elle va donc respecter le statu quo. Elle va respecter le statu quo, elle va respecter les religions, elle va respecter les théologies, les cosmogenèses, elle va respecter les dimensions psychiques de l'évolution, mais elle ne permettra pas à l'homme, elle ne permettra pas que l'homme se libère du connu. Un homme, par exemple, qui est dans une conscience supramentale ou dans un état de fusion avancée, n'est aucunement intéressé au passé. Il peut le connaître, il peut en parler, mais il n'a aucun attache émotif avec le passé. Et ce que la médiumnité fait, c'est qu'elle crée dans l'homme un lien avec le passé, et ce lien avec le passé, il sert aux forces spirituelles pour permettre à l'homme de se lier occultement, souvent avec des aspects du passé qui étaient plus occultes que la période contemporaine. Prenez le cas de Cayce, c'est un exemple. Cayce a parlé sur les Atlantes. Oui. OK? Bon. En parlant des Atlantes, automatiquement, il fait vibrer dans le mental de l'homme sensible, il fait vibrer une pensée et une mémoire qui le rattache au passé. Et l'homme sensible, lui, à cause de la nature de l'ego, à cause de la nature du mécanisme de curiosité, va commencer à s'intéresser aux Atlantes. Et qu'est-ce qui se produit quand on commence à s'intéresser aux Atlantes? Il n'y a pas grand temps ensuite pour nous intéresser aux œuvres ésotériques qui sont dans le monde. Oui. Et quand voilà, il y a une transition. Et il y a une tradition primordiale. Il y a une tradition primordiale. Donc automatiquement, l'homme
c'est comme si les entités se servent de l'information reliée aux Atlantes pour amener l'homme dans une sorte de relation avec l'ésotérisme occidental et oriental, et automatiquement, il commence à l'englober. Parce que les esprits ne peuvent pas englober l'homme sur le plan matériel. L'homme, sur le plan matériel, il fonctionne en relation avec des principes de gestion matérielle, les affaires, le monde matériel. Mais pour que les esprits ou le monde des esprits puissent dominer l'homme sur le plan psychique, il faut que l'homme soit donné quelque chose d'intéressant. Nostradamus, c'est intéressant. Qui est ici sur les Atlantes, c'est intéressant. Et à partir du moment où on commence à s'intéresser à ces choses, là, il s'ouvre en nous un canal, il s'ouvre en nous un intérêt de finalement percer des aspects des mystères de la conscience humaine, et il suffit de quelques années pour que l'homme commence à s'intéresser ésotériquement ou occultement à certaines choses. Et c'est là que les esprits récupèrent l'information qu'ils ont donnée. Bon, maintenant, il n'y a pas que de l'information qui est tournée vers le passé dans ces communications-là. S'il a commencé à parler des Atlantes dans un premier temps, dans un deuxième temps, il a parlé des événements futurs qui toucheraient la Terre, la Californie, et ces choses-là. Ouais. Nostradamus aussi. Oui, mais ça revient à la même chose. Parce que l'homme s'intéresse au passé ou que l'homme s'intéresse à l'avenir, à partir de la médiumnité, ça sert toujours au monde spirituel. L'homme conscient n'a pas à vivre dans le passé, il peut le comprendre. Ou n'a pas à vivre dans l'avenir, il peut le comprendre, mais il doit vivre dans le présent. Et s'il ne réussit pas à vivre dans le présent, automatiquement, il va être attiré vers le passé ou attiré vers l'avenir. Et si cette attraction est reliée à la diffusion d'informations provenant des plans psychiques, des mondes parallèles, à ce moment-là, qu'est-ce qui se produit chez lui? Il se produit une sorte de définition nouvelle de sa conscience, il s'ésotérise, il s'occultise, et la première chose que l'on sait, il commence à communiquer avec ses plans, et c'est là que ces plans vont le récupérer, c'est-à-dire qu'ils vont se servir de l'information du passé des Atlantes ou de l'information future de la Californie pour le récupérer. Et ce que le monde de l'esprit veut, c'est toujours récupérer l'homme, que ce soit sur les hauts plans de l'esprit ou que ce soit sur les plans inférieurs, ils veulent toujours récupérer l'homme parce qu'ils ont besoin de l'homme pour survivre. Bon, qu'est-ce qui se passe dans le cas où deux personnes, ou trois ou quatre dans le monde, au même moment, font la même découverte, la même invention, puis qu'ensuite ils s'attendent des procès mutuels de priorité au niveau de la découverte, etc. Prenons le cas encore d'un autre inventeur célèbre, Léonard de Vinci. Là, c'est un paradoxe, c'est assez amusant, son expérience, c'est qu'il a inventé le parachute il y a 3-4 siècles avant que l'avion n'existe. À quoi ça peut bien servir? C'est quoi ces affaires-là? Est-ce que les inventions sont origines du cerveau de l'homme étant le résultat de sa propre créativité, ou est-ce que ce sont aussi des contacts médiumniques? Ces inventions-là, est-ce qu'elles existent ou pas? Tout existe sur les autres plans. L'homme est un canal. L'homme, comme je disais tout à l'heure, c'est un être qui est médiumnique. L'homme, quand il est inconscient, ne réalise pas sa médiumnité, mais quand il est suffisamment sensible, si nous prenons Léonard de Vinci, si nous prenons les grands écrivains, les grands artistes, les gens qui ont mis au monde des idées puissantes, ces êtres-là on dit toujours qu'ils étaient avant leur temps. Pourquoi qu'ils étaient avant leur temps? Parce qu'ils étaient en contact avec un autre temps. Donc dans notre temps, tout est englobé, tout est issu, donc ils recevaient, ces êtres, une part d'information, toujours en relation configurative avec la psychologie contemporaine, et à ce moment-là, ça permettait à ces êtres-là, ou ça permettait aux historiens ou aux hommes, de réaliser qu'il existe quelque chose au-dessus de la matérialité purement physico-chimique du cerveau humain. Il existe comme un autre monde. C'est comme l'histoire de Thomson en 98 qui écrit le livre ou l'histoire du Titanic. C'est comme Jules Verne, ainsi de suite. Alors ça fait partie de la médiumnité. Mais chez ces êtres-là, la médiumnité est plus grande. Donc, elle devient extrêmement référentielle dans le temps, parce qu'on dit, bon, écoutez, ce bonhomme, il a écrit il y a 2-3 siècles des choses qui se passent aujourd'hui, et il se crée automatiquement une mystification de la conscience supérieure de l'homme. Et la mystification de la conscience supérieure de l'homme ou de la nature supérieure des mondes invisibles est suffisamment puissante pour créer chez l'être humain un attrait. Et à partir de cet attrait, bon, il y a un acheminement, et cet acheminement, finalement, amène l'homme à prendre ou à vivre une prise de conscience vis-à-vis ces mondes. Et une fois que la prise de conscience est établie vis-à-vis ces mondes, ils récupèrent l'être humain, et c'est là qu'ils peuvent, si il est suffisamment sensible, c'est là qu'ils peuvent le désinformer, mais d'une façon tellement subtile que la désinformation devient de l'information, et que l'information devient de la vérité, et que la vérité devient le plan sur lequel l'ego polarisé se fixe, se fige et cesse d'évoluer.
Auriez-vous un exemple de ceci? Bon, un exemple de ceci, bon, prenons les textes ésotériques, prenons l'information que nous recevons dans le monde sur le plan de l'ésotérisme, sur le plan de la race racine, par exemple. Bon. Alors, vous avez de l'information venant du monde des esprits, et cette information, elle est toujours colorée, c'est-à-dire qu'elle est toujours faite, traduite, de façon à ce que ça fasse plaisir à l'ego. Bon, on parle d'une nouvelle race, ou d'une race supérieure, on parle des pouvoirs magiques de l'homme, on parle de la capacité éventuellement de l'homme d'avoir des pouvoirs équivalents à ceux des Atlantes, et même encore plus vastes, plus grands, ainsi de suite. Ça plaît à l'ego. Et l'information que reçoit l'homme à partir des plans spirituels, c'est toujours une information qui plaît à l'ego. On ne dit pas à l'homme, écoutez, l'homme nouveau, l'homme qui connaîtra la fusion, l'homme qui passera de l'involution à l'évolution, vivra de grandes souffrances. Non, parce que le type, il va retourner chez Hilton, il va prendre son corps. Il n'est pas intéressé. Il est intéressé au pouvoir. Il est intéressé à la télépathie. Il est intéressé à la créativité, le pouvoir vibratoire sur la matière. Vous comprenez? Alors, le monde spirituel, quand je dis que le monde spirituel, d'ailleurs, dans le livre que je suis en train d'écrire, j'ai découvert ça simplement il y a une couple de jours en écrivant. J'ai découvert en écrivant que ce que nous appelons aujourd'hui, parce que nous parlons toujours encore avec une certaine psychologie contemporaine rattachée au passé, mais j'ai découvert que le monde spirituel, ce que nous appelons le monde spirituel ou les mondes spirituels, que ce soit les mondes lucifériens spirituels ou que ce soit les mondes de la lumière spirituelle, sont des mondes ou à l'intérieur desquels le principe de la domination fait partie naturelle de leur organisation. C'est leur fonction. C'est leur fonction. Donc, sur le plan évolutif, le monde spirituel luciférien domine, ça nous le savons. Nous pouvons facilement le comprendre. Et le monde spirituel de la lumière, lui aussi, domine. Autrement dit, dans le monde, il y a de la magie noire et il y a de la magie blanche. Il y a deux magies. Donc, l'être humain est un être qui peut être, selon son évolution, fasciné par la magie noire ou fasciné par la magie blanche. Il peut être attiré par les vibrations émanant des mondes spirituels lucifériens, ou il peut être attiré par des vibrations émanant du monde spirituel de la lumière. Et l'homme nouveau devra en arriver à comprendre que de l'intelligence, ce n'est pas de la lumière. L'intelligence est derrière la lumière, elle est au-delà de la lumière. La lumière est toujours une forme de voile qui cache l'énergie, qui cache dans l'homme l'énergie, la source de l'intelligence, et qui le force à vivre son intelligence humaine en fonction d'une domination luciférienne ou en fonction d'une domination des esprits de lumière. Donc que l'homme soit luciférique ou que l'homme soit spirituel dans le sens de la lumière, il est encore dominé. Donc, lorsqu'il est médiumnique, il est médiumnique à partir des forces lucifériennes. Hitler, c'est un exemple. Himmler, Göring, ces gars, ou il est médiumnique par rapport au monde spirituel. Mais la même chose existe, il est constamment désinformé. Et le concept de la désinformation, qui sera éventuellement décrit par la conscience supramentale, révélera que l'être humain doit en arriver un jour à faire la synthèse, c'est-à-dire à dépasser complètement la polarité du bien et du mal, dépasser complètement la polarité des mondes lucifériques ou des mondes de la lumière, pour en arriver à la fusion avec sa propre énergie, c'est-à-dire en arriver à pouvoir lui-même posséder, utiliser, plonger dans la mémoire cosmique qui fait partie de l'organisation interne psychique de la mémoire de l'homme à tous les niveaux de son organisation. C'est très difficile pour nous, les hommes d'aujourd'hui, de concevoir que l'homme possède une mémoire cosmique parfaite, parce que nous vivons d'une mémoire planétaire imparfaite. Mais avec l'évolution de l'homme, à partir du moment où l'homme aura dépassé la médiumnité psychologique ou la médiumnité psychique, il réalisera qu'il possède une mémoire parfaite, c'est-à-dire qu'il a la capacité de désintégrer toute forme pensée servant de connaissance émanant des mondes spirituels lucifériens ou des mondes spirituels de la lumière, qui servent à maintenir sur lui une certaine forme de domination. Vous prenez par exemple un bon chrétien, une bonne personne, hein? Bon, à travers la religion, à travers sa spiritualité, il sera donné de l'information spirituelle sur la Vierge Marie, bon. Mais ça veut dire quoi?
Si l'homme n'en arrive pas à comprendre la mécanicité de la Vierge Marie, qu'est-ce que c'est que ça veut dire sur les plans spirituels la Vierge Marie? Qu'est-ce qu'elle représente cosmiquement parlant la Vierge Marie? Qu'est-ce qu'elle représente karmiquement? Qu'est-ce qu'elle représente spirituellement? Qu'est-ce qu'elle représente comme forme utilisée symboliquement et sur le plan émotif de l'ego à partir des mondes spirituels canalisant de l'information pour l'homme, le bon paysan là dans sa prairie quelque part dans l'Ouest? Vous voyez? Et il n'y a pas, pour l'être humain de l'avenir, pour l'évolution, il n'y a pas de porte autre que sa propre réalité. L'homme sera obligé un jour de cesser d'être médiumnique, autrement dit, de cesser d'être branché à gauche et à droite, soit branché vers le négatif ou branché vers le positif, et il devra entrer dans sa propre énergie, c'est-à-dire être capable de voir que l'embranchement qu'il vit est une forme de conditionnement, est une forme de domination, que nous appelions cette domination de la magie noire ou que nous appelions cette domination de la magie blanche. L'homme doit être absolument libre, mais pour qu'il réalise sa liberté, il faut qu'il prenne conscience de son intelligence. Pour qu'il prenne conscience de son intelligence, il faut qu'il se libère complètement du connu. Et quand je dis du connu, je ne parle pas simplement du connu écrit, je parle du connu révélé à lui à travers les plans spirituels. Autrement dit, l'homme devra en arriver un jour à être capable à devenir un genre d'avocat. Autrement dit, sur le plan de sa médiumnité, il devra être capable de faire face complètement à l'information qui lui vient de l'intérieur et être capable, de par sa propre énergie créative, de renverser le rôle de l'information des plans spirituels à travers sa conscience. Sinon, il ne pourra jamais en arriver à posséder cette mémoire cosmique et à pouvoir parler de l'invisible comme du matériel, mais d'une façon libre, c'est-à-dire d'une façon créative et d'une façon qui convient aux lois de la réalité, au lieu de parler d'une façon qui convient aux lois spirituelles des mondes parallèles. Bon, mais dans les mouvements de renouveau chrétien, comme le renouveau charismatique, les tendances pentecôtistes, aussi les mouvements eschatologiques, ces mouvements-là, leurs centres sont axés sur le contact direct avec l'esprit. Ce que c'est un pentecôtiste ou dans une réunion de pentecôtistes, c'est le contact avec de l'esprit qui va avoir une influence bénéfique en exerçant de la guérison spontanée sur des gens qui sont infirmes ou malades, etc. Quel est l'aspect négatif de ce contact-là? Ce n'est pas négatif, ce n'est pas un aspect négatif. L'aspect, à partir du moment où l'homme est en contact avec l'esprit, parlons de l'esprit, des esprits plus évolués, des esprits sages. À partir du moment où l'homme est en contact avec l'esprit, il ne réalise pas qu'il vit pour l'esprit. Il ne vit plus pour lui-même. Si vous regardez les gens, ces gens que vous nommez ou d'autres, qui sont en contact médiumnique avec l'esprit, et que vous regardez leur vie, ils vivent totalement à côté de leur vie. Ils vivent en contact avec l'esprit. Ils sont totalement englobés par une sorte d'euphorie spirituelle. Et cette euphorie spirituelle, elle sert l'évolution, elle sert l'élimination de la volonté, par exemple. Si il y a une force dans le cosmos qui peut enlever à l'homme sa volonté, c'est l'esprit. Pourquoi croyez-vous que l'homme qui est dans le matériel ne peut pas être touché par l'esprit d'une façon radicale? Parce que sa volonté est dirigée vers le plan matériel. Vous voulez dire le gars qui est dans le bureau chez ITT ou voilà, il s'occupe de ces machines, des choses. Tandis qu'à partir du moment où l'homme commence à entrer en contact avec l'esprit, il ne possède pas la maturité suffisante pour comprendre les lois de l'esprit, donc il devient englobé par l'esprit, et sans s'en rendre compte, il commence à vivre une initiation qui peut être astrale, mais qui, d'une façon ou d'une autre, va l'amener quelque part au cours de son évolution à réaliser que assez, c'est assez. Il y a le monde de la matière, il y a le monde de l'esprit ou des esprits, et il y a la lumière. Mais la lumière qui n'est pas régie par les lois spirituelles, c'est-à-dire l'énergie pure, sans forme. L'énergie pure sans forme, elle est la substance même de tous les royaumes. Elle est l'énergie qui forme le royaume matériel du minéral. Elle forme la plantaire, elle forme le royaume animal, elle forme le royaume de l'or, elle forme le royaume du suran. Donc l'homme doit en arriver éventuellement à pouvoir, une fois qu'il est psychiquement organisé, c'est-à-dire psychiquement développé, c'est-à-dire dans sa maturité totale, il doit être capable de voir à travers la forme utilisée dans la canalisation médiumnique qui sert au monde de l'esprit. Nous sommes des êtres naïfs, nous sommes des êtres spirituels, les hommes de la terre, et nous avons cru pendant des millénaires au monde de l'esprit, parce que le monde de l'esprit était le seul monde en dehors de la matière qui nous permettait, qui nous donnait une extension dans une sorte d'immortalité spirituelle. Mais
la réalité cosmique, la réalité de l'univers ne s'arrête pas là. Autrement dit, après le matériel et après la mort, il y a autre chose. Et après la mort et après le matériel, ce qu'il y a, c'est la réalité intégrale de l'homme. La réalité intégrale de l'homme lui permettant de connaître une conscience nouvelle qui fait partie de la prochaine évolution et qui est totalement libérée du conditionnement psychologique de son ego ou du conditionnement psychique de sa conscience face au monde spirituel. Sinon, l'homme continuera pendant des siècles à être dominé par des forces qui deviendront de plus en plus puissantes et lui, naturellement, sera ou deviendra un être assujetti à des formes de domination qui sont beaucoup plus grandes et beaucoup plus pesantes sur sa conscience que les formes de domination que nous connaissons dans notre société. Donc, à partir du moment où l'homme commence à se libérer d'un certain conditionnement social, il pénètre dans un conditionnement psychique qui est encore pire. Et l'homme nouveau se libérera de ça, brisera les chaînes involutives de son psychisme pour finalement en arriver à vivre de son énergie, c'est-à-dire de l'énergie de son intelligence, d'une façon qui est parfaitement équilibrée avec sa vie sur le plan matériel et parfaitement équilibrée avec les plans spirituels. Moi, je n'ai pas d'objection, d'ailleurs je le fais souvent en séminaire, je n'ai pas d'objection à entrer en communication à travers un médium et parler à travers un médium à des esprits. Mais quand je parle des esprits, ce n'est pas les esprits qui me dominent, ce ne sont pas les esprits qui me disent ou qui m'expliquent leur monde, c'est moi qui leur explique leur monde. Pourquoi je leur explique leur monde? Parce que je suis en dehors de leur monde. Je ne suis pas conditionné spirituellement et psychiquement par une forme de médiumnité. Si je dis à un esprit ou une entité telle ou telle chose, parce que moi, en tant qu'homme fusionné sur le plan matériel, je suis libre, à ce moment-là, je peux aider cette entité à évoluer. Je peux aider cette entité à laisser tomber son contact vampirique avec un être humain, ainsi de suite, pour que cet être humain entre en contact avec sa propre énergie. Mais l'homme n'est pas suffisamment conscient de sa propre réalité pour pouvoir défier les mondes spirituels, parce que les mondes spirituels représentent pour lui un peu le sommet de la réalité, et ce n'est pas le sommet de la réalité. Le matériel n'est pas le sommet de la réalité, le spirituel n'est pas le sommet de la réalité. Ce sont deux mondes en juxtaposition, deux mondes qui se complètent, et au-delà de ces deux mondes, il y a le début de l'infinité réelle qu'on appelle le monde de l'éther, le monde où il y a de l'énergie en évolution, de l'énergie présente sur tous les plans possibles de son mouvement, et c'est à partir de cette réalité-là, de cette dimension-là, que l'homme peut comprendre le monde de la matière parfaitement et comprendre le monde spirituel parfaitement. Mais pendant l'évolution, l'homme ne pouvait pas comprendre le monde spirituel parfaitement parce que le monde spirituel ne pouvait pas se révéler à lui. Et même aujourd'hui, le monde spirituel ne se révèle pas à l'homme. L'homme, Kardec l'a dit. Kardec au 19e siècle le dit, il ne faut jamais demander la vérité à un esprit, il ne vous le dira jamais. Et non pas nécessairement parce que l'esprit ne veut pas le dire, mais très souvent parce que l'esprit lui-même ne le sait pas. L'esprit est aussi prisonnier du temps que nous, sur le plan matériel, nous sommes prisonniers de l'espace. Il y a effectivement, à cause de sa position psychogéographique dans l'univers, il y a des choses que l'esprit sait que l'homme ne sait pas, parce que l'homme n'est pas en contact avec sa propre réalité. Mais lorsque l'homme sera en contact avec sa propre réalité, il pourra avoir le plaisir de parler avec un esprit quelconque sur un plan quelconque et lui dire, écoute, il y a ça, mais il y a ça, mais il y a ça, mais l'homme pourra même savoir où il se situe sur les plans d'esprit. Mais pour ceci, il faut que l'homme reconnaisse éventuellement la nature de sa réalité. Autrement dit, il faut que l'homme en arrive un jour à réaliser qu'il possède effectivement une mémoire cosmique. L'homme est un être cosmique, il n'est pas simplement un être planétaire ou un être spirituel. Être un être planétaire, c'est de la grande inconscience, c'est de la grosse inconscience. Croire que nous sommes simplement un être planétaire, c'est de la grosse inconscience. Croire que nous sommes des êtres planétaires et dotés d'une nature spirituelle, c'est aussi une grosse inconscience. L'homme est plus que ça. L'homme, il est un être planétaire matériel. Il est un être qui a passé par les sphères spirituelles et engendré à travers ces sphères pour s'incarner sur le plan matériel, pour prendre l'expérience. Mais l'homme aussi est un être cosmique, c'est-à-dire qu'il est un être intégral, c'est-à-dire qu'il représente sur la Terre une totalité intégrale qui est parfaite. Mais pour que l'homme réalise ceci, il faut que sur le plan de son ego, il se libère
du conditionnement psychologique établi dans son mental par les forces spirituelles à travers la philosophie, l'ésotérisme, l'occultisme, les religions, et qu'il prenne en main la nature de son énergie mentale supérieure qui, une fois véhiculée par la parole, devient son pouvoir créateur, donc le pouvoir qui engendre une forme d'information qui est régie par lui, au lieu d'une forme d'information qui est régie par les sphères spirituelles et que le gars, en tant que médium, gobe comme s'il était un oiseau. D'ailleurs, les médiums sont tous des oiseaux. Tu prends du pain, tu le mets dans la bouche de l'oiseau, il est content, il bouffe, ensuite tu lui donnes ben, Et les médiums ont toujours été ainsi. Il y a des grands médiums qui ont vu à travers ces illusions-là, je vais en citer un pour le public, c'est Rudolf Steiner. Rudolf Steiner, à travers sa médiumnité absolument extraordinaire, il a réalisé un jour qu'il y avait encore des voiles. Donc il s'est retiré complètement de son œuvre intérieure, de son mouvement intérieur, pour en arriver finalement à pouvoir comprendre la mécanique subtile de la désinformation. C'est pour ça que Steiner représente pour moi, en tant qu'homme, un être réellement grand, probablement un des grands êtres du XXe siècle. Bon, au-delà des effets provoqués par des contacts médiumniques tels que la guérison, le don des langues, le don de prophétie, etc., qui est souvent créé à partir de chaînes d'énergie. Qu'est-ce que vous parlez de don des langues? La glossolalie, la personne qui se met à parler dans différentes langues. Non, oui, mais ça c'est de la connerie. Si vous parlez en différentes langues et vous ne comprenez pas ce que vous dites, ça me donne quoi? Ça, c'est de l'orgueil spirituel, ça. C'est de la connerie, ça. Oui. Moi, j'en connais pas de gens qui sont Comment vous dites? Glossolalogue. Moi, je parle français, je comprends ce que je dis, je parle anglais, je comprends. Vous comprenez? Moi aussi, je suis capable de parler en glossomanie. Mais si on ne comprend pas ce qu'on veut dire, ça donne quoi? C'est de la connerie, ça. C'est de l'espièglerie spirituelle. Bon. Et nous, les caves, nous tombons dans le jeu. Nous sommes tous des glossomates. Bon. Terrible. Ok, autant pour eux, ils l'ont cherché, je suis d'accord. Maintenant, il y a les gens qui vivent des effets suite à un mouvement qu'ils n'ont pas supposément déclenché. Les médiums à effet involontaire, des gens qui, comme l'explique le parapsychologue, au moment de la puberté vont déclencher des phénomènes paranormaux autour d'eux, des chaises qui commencent à bouger, des cadres qui tombent, etc., des coups frappés dans les murs, etc. Les autres sont les victimes de ça, ils n'ont rien fait pour le chercher, supposément. Oui. L'homme est un être récepteur. Il y a des êtres qui sont récepteurs, il y a des êtres qui vivent des chocs et qui deviennent médiums, qui deviennent psychiques, qui ont même des pouvoirs. Donc, le point que je veux faire, c'est ceci. C'est que, dans l'avenir, quand je parle de l'avenir, je parle au cours des siècles qui viennent. Au cours des siècles qui viennent, l'homme connaîtra les lois de l'invisible. Donc, le type, par exemple, le type qui vit ce contact médiumnique avec les plans et qui subit une sorte d'expérience, comme le petit bonhomme en Angleterre, là, qui se retrouve au plafond quand sa mère arrive le soir, éventuellement, l'homme connaîtra les lois vibratoires de l'énergie, donc il pourra neutraliser ceci. Mais aujourd'hui, nous sommes au début de l'information, nous sommes au début de la science du mental, nous sommes au début de la science de l'énergie, nous sommes au début de la science des mondes spirituels, nous sommes au début de tout, parce que nous faisons partie de l'évolution. Donc, au fur et à mesure où l'homme va évoluer, il y aura des hommes qui entreront dans leur énergie, il y aura des hommes qui se spécialiseront dans certains domaines, d'autres hommes dans d'autres domaines, et viendra le temps, au cours des générations, où nous créerons un nouvel ésotérisme, où nous créerons un nouvel occultisme, mais un ésotérisme et un occultisme qui sera sous la gestion psychique de l'homme, qui sera sous la gouverne de l'homme. C'est l'homme qui dira, le monde spirituel il fonctionne comme ceci en relation avec l'homme. C'est l'homme qui expliquera comment fonctionne le phénomène paranormal. Ce ne seront pas les esprits qui expliqueront à l'homme leur relation avec lui pour l'entretenir dans une sorte d'euphorie et faire de lui un genre de singe. Le type qui passe sa vie à guérir les hommes. C'est une perte d'énergie. L'homme devrait, si l'homme demain, s'il veut guérir quelqu'un, il le guérira à distance, par volonté. À distance, il n'aura pas besoin de voir votre énergie. Vous voyez? Énergie. Oui. C'est un prétexte à ouvrir un salon de massage. C'est un prétexte, voilà.
Maintenant, il y a des gens qui sont tellement fanatisés par cette phénoménologie de l'énergie, ils veulent vous toucher, prendre vos culottes, avoir un petit peu d'énergie. Si vous avez le malheur de jeter votre chewing gum, ils vont le ramasser pour le mettre dans un bloc. C'est de la connerie. Mais on ne peut pas blâmer l'homme de l'évolution parce que pendant l'évolution, l'homme n'a pas été maître de la réalité. L'homme n'a pas été maître de la connaissance. L'homme n'a pas été maître du savoir. L'homme a été esclave de la connaissance. Il a été esclave d'un certain savoir émanant des sphères. Et lui, sur le plan humain, naturellement, surtout s'il était sensible, il était attiré par des dimensions du réel qui étaient réellement fabuleuses, extrêmement intéressantes pour son égard. Mais à partir du moment où l'homme va connaître la game cosmique, le jeu cosmique, l'initiation cosmique, tout le tralala, tout le mécanisme de la désinformation écœurante qui vient du monde des esprits, je vais vous dire une chose. Les sphères spirituelles, ce que nous appelons les sphères spirituelles, ont été un grand échec cosmique. C'est un échec. C'est un échec cosmique terrible. Et je ne veux pas aller dans le détail présentement parce que je suis en train de le décrire, mais même moi-même, je ne sais pas ce que je vais écrire. Mais je sais que dans quelques semaines, dans 2-3 semaines, j'aurai finalisé ce chapitre. Les sphères spirituelles sont un échec cosmique effrayant et l'homme, lui, il paie le prix. L'homme paie le prix, d'ailleurs, c'est pour ça que l'homme vit une évolution, c'est pour ça que l'homme vit une condition planétaire qui est absolument une condition de quarantaine, et que l'homme n'est pas capable, sur le plan cosmique, universel, d'être en relation mentale, intelligente, créative, scientifique avec les mondes avancés de la galaxie, parce que l'homme est totalement englobé dans une forme quelconque de spiritualité, et aujourd'hui, jusqu'à la fin du siècle, et un peu après, l'homme verra toutes sortes de connexions psychiques avec les mondes spirituels. Et l'homme ne comprendra pas, parce que ces êtres-là sont des êtres simples, ce sont de bonnes personnes, ce sont des enfants de 17-18 ans, ce sont presque des saints. Et s'il y a une chose, s'il y a un être naïf, s'il y a un être qui ne sait pas, qui ne connaît pas les lois de l'esprit, c'est bien un saint. Un saint, ça connaît rien. Un saint, c'est bon. Un saint, ça répond. Un saint, c'est radio. Mais il est absolument stupide. Avez-vous déjà vu un saint qui n'est pas stupide? je n'ai jamais rencontré. Ils sont très bons, les saints. Mais je fréquente pas ce monde-là. Dans les tavernes, c'est rare. Les saints sont très bons. Ce sont ils montent, ils se promènent. Ils sont bons. Mais ils ne sont pas intelligents. Et l'homme doit être intelligent. Et à partir du moment où vous devenez intelligent, vous cessez de l'éviter. Vous descendez. Et ensuite, vous l'évitez quand vous voulez. Pas quand eux autres en haut sonnent les cloches. Bon, il reste à élucider un cas véritablement énigmatique avec le phénomène David Copperfield. Le gars qui a fait disparaître la statue de la liberté devant les caméras, devant les sonars, tout ça. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Yeshua est en contact avec des plans qui lui donnent des pouvoirs, ou bien est-ce que c'est un charlatan génial qui a acheté le monde autour de lui? Je ne peux pas vous parler de Copperfield. Il est contemporain, je peux pas. Il y a certaines choses. Pouvez-vous nous parler du monde qui est en relation avec lui? Non, je ne peux pas vous parler de Copperfield. Je ne veux pas parler de Copperfield. Je dois respecter complètement son intimité. Alors, est-ce qu'on peut parler de son action ou de l'effet qu'il peut avoir dans le monde en faisant ce genre de démonstration? Oui. Son action sur le plan mondial est importante parce qu'elle prépare l'homme lentement à pouvoir, finalement, psychologiquement, prendre conscience d'une certaine phénoménologie qui dépasse la conscience psychologique de son ego. C'est une forme de préparation. Il prépare l'homme d'une façon très civile, très sociale, très physique, très matérielle, à comprendre et à pouvoir absorber des choses demain qui feront partie plus mondiale d'une nouvelle réalité. Et le fait qu'il soit un magicien avec tout un décor de scène, etc., ça permet à ce message de passer? C'est ça. D'ailleurs, sans parler de Copperfield, si je vais utiliser d'ici, si Copperfield, moi d'ailleurs je le considère un des plus grands magiciens du siècle, et si Copperfield, admettons que Copperfield ait contact, ok, avec des plans occultes, il est régi par des lois qui sont très sévères et il ne peut pas parler de la nature de son activité, sinon il perd son pouvoir.
Donc, il est obligé d'utiliser la forme de l'illusionnisme, et ainsi de suite. D'ailleurs, Copperfield, il est illusionniste dans 80 à 85% de son travail. Le reste, il y a peut-être, probablement, des aspects qui sont occultes, mais moi, je ne peux pas parler de ça. Mais, admettons, si j'emploie le si pour protéger ma parole, s'il est réellement occulte, il est obligé de cacher son travail, il est obligé de cacher la fondation occulte de sa relation avec d'autres plans. Mais effectivement, sur le plan mondial, il sensibilise les masses à des aspects subtils d'une vocation future de l'humanité. Il y a une nouvelle théorie qui vient de sortir récemment et qui réunit un cartel de scientifiques, de physiciens dans le monde, de parapsychologues, des gens comme Jacques Vallée et compagnie, qui ont émis une thèse qui pourrait être la suivante, que par le biais justement des gens à caractère médiumnique, etc., et plus particulièrement au niveau de la littérature et de l'information que l'on reçoit, on crée les événements qui nous sont infusés, que l'on capte dans le mental, et c'est comme si toute la civilisation était obligée de suivre une certaine direction sous le couvert de la littérature qu'elle a elle-même émise à travers les films, etc. Revenez avec votre question. Bon, moi, supposons que je suis un auteur de science-fiction. J'ai l'intention d'écrire un bouquin. Je me mets au travail, j'ai mon scénario dans la tête, je commence à écrire, puis quand j'ai fini, je m'aperçois que c'est pas ce que je voulais écrire que j'ai écrit. Il y a autre chose qui est sorti. Aujourd'hui, on voit que les ovnis, eux autres, ils ont toujours été annoncés avant même leur apparition par les auteurs de science-fiction. Et que ces ovnis-là ont évolué et ont changé, puis qu'ils se sont toujours adaptés à notre technologie. Est-ce que ce ne serait pas les auteurs de science-fiction qui, recevant de cette information-là, récupérer à travers le psychisme collectif, un égrégore collectif qui va créer l'ovni, qui n'existe pas en réalité, mais qui a produit du psychisme de l'âme collective humaine? Oui. Ça, c'est une interprétation scientifique. Les scientifiques, je vais vous expliquer à ma façon ce qu'un scientifique est. Un scientifique, c'est un homme, je parle des scientifiques qui s'occupent de regarder dans ce domaine. Un scientifique, c'est un homme qui ne veut pas tremper le doigt dans quelque chose qui va le couper. Donc, un scientifique, quand il va donner une expertise ou qu'il va interpréter, disons, comme un phénomène ovni, il va toujours revenir, il va toujours essayer d'expliquer le phénomène en fonction des aspects ou des paramètres les plus logiques, les plus scientifiques qui existent sur notre planète, en fonction de notre culture. Parce qu'un scientifique, c'est quelqu'un de très intelligent, mais qui est totalement obligé de fonctionner suivant un code d'éthique, de respecter ça? Il y a ça, mais aussi, je veux dire, qui est totalement il y a un mot superbe pour ça. J'attends qu'il vienne. Quand vous voulez aller à la toilette et vous pouvez passer quoi? Comment on appelle? Constipé. Un scientifique, c'est un homme qui est constipé. Il est intelligent, c'est une constipation intelligente. Et ça fait partie de sa psychologie, ça fait partie de sa méthode, et ainsi de suite. Et c'est très important que les scientifiques soient constipés, parce que les scientifiques, dans leur constipation, ils empêchent la stupidité. Ils font de la rétention. Ils font de la rétention et ils empêchent c'est comme si ce sont des garde-fous. Oui. Bon, les scientifiques, ce sont des garde-fous. Oui. Ils empêchent les fous de prendre le contrôle. Hein? Donc, ce sont des gens qui sont des garde-fous. Et ce travail est très important. Donc, vous avez ces bonhommes qui sont constipés et qui vont essayer d'interpréter un phénomène qui fait partie d'un autre temps, qu'ils ne peuvent pas comprendre parce qu'ils ne sont pas suffisamment conscients, ils ne sont pas suffisamment en contrôle de l'énergie mentale supérieure pour pouvoir expliquer quelque chose qui ne fait pas partie de leur expérience. De l'autre côté, à l'intérieur de la communauté scientifique, vous avez des individus qui ont eu
qui ont lu des rapports militaires, les États-Unis, la CIA, l'Europe, l'Allemagne, la France, qui ont eu des rapports militaires où les rapports étaient extrêmement contrôlés, où des phénomènes ovnis ont été enregistrés d'une façon concrète, mais parce qu'eux ne les ont pas vus, n'ont pas touché à l'OVNI, automatiquement, il y a de l'espace dans l'ego pour une interprétation psychologique du phénomène. Donc, si vous prenez un scientifique aujourd'hui et que vous l'amenez à être en contact avec une évidence d'OVNI, c'est final. Sa carrière de scientifique en tant que carrière purement logique va s'éteindre et là, il va entrer dans une autre phase d'évolution psychologique. Il va chercher à rencontrer des gens qui sont un peu plus marginaux et là, il va commencer à vivre une initiation. Donc, en général, les scientifiques sont empêchés de ceci, ils restent à l'intérieur d'un cadre et ils ont une fonction très importante et il faut respecter leur situation. Bon, vous-même, vous rencontrez beaucoup de scientifiques. Vous avez été au départ de votre fusion. Suite à votre fusion, vous avez été testé par des scientifiques. Quel est le rapport que vous avez avec eux autres? Moi, j'ai rencontré des scientifiques qui étaient évolués. Je n'ai pas rencontré, je ne traite pas avec des scientifiques qui sont constipés, parce que je n'ai pas de temps à perdre. Donc, je suis en contact avec une organisation scientifique qui est évoluée, et lorsque nous parlons avec ces gens-là, c'est le mouvement contraire qui se produit. Eux autres, ils sont tellement déconstipés qu'ils ont la diarrhée. Donc, ces types-là, ils sont tellement en quête de la compréhension de la relation entre le matériel et les autres plans, les autres mondes, qu'ils vivent aussi une initiation. On dirait que l'homme, il est soit scientifique constipé, ou scientifique qui a la diarrhée. Il n'y a pas de scientifique dans le milieu qui est parfaitement équilibré. C'est quoi le drano? Le drano chez ce scientifique qui a la coulance. C'est que ces êtres-là sont très sensibles, ils sont très médiumniques, ils reçoivent même de l'information. Donc, c'est comme si leur intellect ne les bloque pas. Donc, ils ont accès au monde spirituel, donc ils sont informés, ils ont une information qui relate du phénomène OVNI, et automatiquement, ils perdent les pédales. Parce que le monde spirituel va toujours informer l'homme du monde OVNI. Parce que ça fait partie encore de la loi, non pas de la désinformation, mais de l'intoxication psychique. Propagande. C'est de la propagande, c'est de l'intoxication. Parce qu'à partir du moment où l'homme vient en contact avec des idées qui sont marginales comme des ovnis, automatiquement, il se produit en lui une transformation psychologique, une transformation au niveau de l'ego. Il s'ésotérise, il se spiritualise. Et de l'ésotérisme à la spiritualité, il devient encore dominé par les sphères spirituelles. C'est pour ça que l'homme soit en contact, ou que l'homme croit aux ovnis, ou que l'homme ne croit pas aux ovnis, ça ne change rien. Le fait que l'homme n'est pas intégré dans son énergie, il peut être attiré par une forme ou une autre, et il devient toujours, à la fin, un être qui est dominé par les forces spirituelles. Bon, est-ce qu'on peut dire que les scientifiques sont les gardiens de l'intégrité des connaissances? Les scientifiques sont les gardiens de l'intégrité de la mentalité humaine telle qu'elle est développée aujourd'hui, et ce sont ces êtres-là qui permettent une progression scientifique normale, lente, mais normale sur la Terre. Et si, avec le temps, avec l'évolution, avec les événements futurs, alors que ces événements-là vont se placer dans la conscience de l'humanité, les scientifiques seront prêts à absorber ces nouvelles connaissances dans le temps, mais dans la mesure où il y aura explication à partir de l'homme de ces phénomènes-là et non à partir des mondes spirituels. Est-ce qu'il n'y a pas au niveau des scientifiques, de la hiérarchie scientifique, une monopolisation des connaissances aujourd'hui, puis une distance qui a été créée par ce sommet hiérarchique avec le peuple? Et est-ce que cette distance-là n'est pas dangereuse si on laisse ce monopole-là à quelques hommes sur la planète? Est-ce qu'on n'a pas cette distance à récupérer? Le monopole de l'information, disons par exemple le monopole de l'information... Est-ce que l'intelligence doit être démocratisée? Non. Et d'ailleurs, l'intelligence ne peut pas être démocratisée. La démocratie, c'est une illusion. C'est une illusion importante qui fait partie de la planification psychologique de l'évolution du moins évolutif. Mais sur le plan de la hiérarchisation de l'énergie, l'intelligence n'est pas démocratisée, elle est universelle. Au-delà de la démocratie, quand l'homme dépassera la démocratie de l'intelligence, l'homme entrera dans l'universalité de l'intelligence. Dans l'universalité de l'intelligence, tous les hommes se respectent, tous les hommes sont en parfait équilibre les uns vis-à-vis des autres,
Mais sur le plan de la démocratie de l'intelligence, il est absolument impossible pour l'homme de connaître l'universalité de l'intelligence, parce qu'une intelligence universelle ne peut pas subir la déformation psychologique que donnerait ou que créerait une intelligence démocratisée. C'est une illusion, la démocratie, mais une illusion importante et qui fait partie de l'évolution de la conscience psychologique des peuples. Mais à partir du moment où l'homme va entrer dans l'évolution de la conscience psychique, c'est là que l'homme connaîtra l'intelligence universelle. Et là, il n'y aura plus de problème entre les hommes. Mais ces hommes seront parfaitement développés sur le plan individuel. Ils ne fonctionneront jamais au niveau de la masse. Tandis que la démocratisation de l'intelligence, ça fait partie de la nivellation des institutions humaines pour la conservation des archives de la connaissance historique. Mais il y a toujours un danger que la masse vive la prérogative du pouvoir d'une certaine autocratie, et c'est ça que nous connaissons sur le plan des journées, par exemple, où toute l'information est gardée par des chefs d'État, ou gardée même pas par des chefs d'État, parce que les chefs d'État sortent après 4 ans, mais gardée par des militaires qui ont une carrière à vie. Merci beaucoup, Bernard.